Moscovici d'être avec nous ce matin. Peut-être un mot pour commencer par la situation aux États-Unis au lendemain de la cérémonie d'investiture que vous avez suivie. Vous êtes ancien commissaire européen, il faut le rappeler. Oui. Évidemment, l'Europe se demande comment réagir. Alors que doit-elle faire ? Est-ce qu'il faut tenter de dealer avec Donald Trump, pour reprendre son vocabulaire, ou est-ce qu'il faut lui répondre beaucoup plus durement que ne le fait Ursula von der Leyen ? C'est un nouveau monde. Ouais. On a un président des États-Unis qui va être très particulier. Il a annoncé la couleur, il l'a dit. Ouais. On va avoir une politique anti-migrants d'une brutalité sans précédent. On va avoir un climato-scepticisme unique. Il a dit qu'il allait sortir des accords de Paris, lancer massivement la production d'énergie fossile. D'hydrocarbures, c'est pas du tout le modèle français. Pas du tout. Et puis, il y aura ces fameux droits de douane. Alors, les États-Unis seront toujours nos alliés. Je pense qu'une attitude hostile n'a pas de sens. On est présents ensemble dans l'OTAN. On a beaucoup d'intérêts économiques, mais il faut aussi riposter. Riposter, ça veut dire être prêt. Qu'est-ce qu'on fait sur le climat ? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des droits de douane ? Et puis enfin, comment hausser notre niveau de croissance ? Bref, on aura des partenaires beaucoup plus difficiles. Et donc, l'hostilité n'est pas une solution, mais la naïveté n'en est pas une non plus. Autre dossier sur lequel vous êtes évidemment en première ligne, c'est la réforme des retraites, parce que François Bayrou vous a confié une mission flash qui dont le rapport doit être remis le 19 février. D'abord, est-ce que vous serez dans les temps ? Mais bien sûr, c'est moi qui ai proposé cette date au Premier ministre. Donc le flash est déjà déclenché, l'équipe est prête, on est au travail. C'est une équipe que je préside moi-même pour garantir quoi ? La neutralité, l'impartialité, l'indépendance. Et là-dessus, je veux rassurer, y compris les partenaires sociaux. On s'interroge, pourquoi pas le COR, le Conseil d'orientation des retraites ? C'est un gage de confiance à la Cour des comptes, qui est une institution respectée justement pour son indépendance. Et nous ferons des chiffrages totalement indépendants, impartiaux, à partir des données de l'administration, mais avec nos propres hypothèses. Pourquoi faire ? Pour éclairer le débat. Pour que, lors du conclave, de la réunion, de la conférence, je crois que les syndicalistes n'aiment pas beaucoup le conclave, des partenaires sociaux, on ait des données qui soient absolument objectives. Mais ça fait, vous avez parlé du corps, c'est une ancienne création, ça fait des décennies maintenant qu'il y a des rapports dans tous les sens. Ça sera quoi la nouveauté de cette mission flash ? On les connaît, les chiffres déjà. Je ne prétends pas qu'il y aura une nouveauté. On ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer la lampe à huile. On va partir des normes telles qu'on les connaît, de la loi d'orientation des lois de finances, ce qui est logique. Et puis à partir de ça, on fera des hypothèses, des scénarios. Et qu'est-ce qu'on dira ? On dira où on en est, on dira où on va dans 20 ans, et on dira enfin quels sont les leviers d'action multiples pour parvenir à une réforme des retraites, parce qu'au fond, quel est le contrat du conclave ou de la réunion ? C'est à la fois de remettre sur la table des paramètres, l'âge éventuellement, le travail des femmes, la pénibilité. Si on remet sur la table, notamment, parce que c'est ça, c'est le thème des 64 ans, et on compense comment ? Alors justement, c'est là où est la question, parce que l'équilibre financier doit être garanti. Nous ne pouvons pas, dans la période où nous sommes, nous avons des finances publiques dans un état très préoccupant. L'année 2024 a été une année noire. Pour moi, cette situation est grave. Vous serez auditionné cet après-midi. Je serai auditionné cet après-midi sur les prévisions, parce qu'il y a eu des erreurs de prévision qui sont inacceptables et qui ne doivent pas se reproduire, alors que la Cour des comptes et le Haut Conseil des finances publiques que je préside avaient produit de nombreuses alertes. On n'a pas écouté. Il faut vraiment qu'on soit là-dessus très sérieux, parce que... Et qui est responsable de ça ? Est-ce que c'est l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire ? Est-ce que c'est les gouvernements précédents ? Est-ce qu'il y a eu de la mauvaise foi ? Je veux accuser personne, parce que c'est pas l'objet ni de la Cour des comptes, ni de la Commission. C'est sous-entendu dans ce que vous venez de nous dire, quand même. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les gouvernements, le politique, ne doit pas avoir la main complètement sur la prévision macroéconomique et de finances publiques. Il faut qu'il y ait... un directeur de l'INSEE disait, il ne faut pas laisser Bercy seul face à l'exercice de prévision. Je suis entièrement d'accord. Il faut qu'il y ait au milieu de ça, et vous voyez, ça rejoint la démarche sur la retraite, des experts indépendants qui peuvent dire, non, nous ne sommes pas du même avis que vous. Parce que si la prévision est politique, et si elle est trop optimiste, alors à ce moment-là, on se trompe, on a moins de recettes, on a plus de dépenses, on a une croissance qui est surévaluée, et c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est le Sous l'action de Bruno Le Maire, c'est lui que vous pointez du doigt quand même. C'est là-dessus que vous serez interrogé cet après-midi, il faudra répondre sur Bruno Le Maire. Je n'ai pas de problème avec Bruno Le Maire. Je pense que Bruno Le Maire, il a été pris dans un moment où il y avait du volontarisme politique, l'optimisme c'est bien, mais où ça a été un peu loin. Et l'administration, du coup... sous l'hubris du politique en quelque sorte, n'a pas réagi suffisamment. C'est pour ça qu'il faut introduire dans la pièce un tiers de confiance. Ce tiers de confiance, il existe déjà à mon sens, c'est ce qu'on appelle le Haut Conseil des finances publiques. Et il a été créé pour ça. Il faut lui donner un rôle
plus important. Alors, puisqu'on est dans les chiffres et dans les prévisions, la prévision de déficit pour 2025, c'est 5,4%. Est-ce que, alors qu'avant, avec Michel Barnier, c'était 5%, on peut se permettre ce 0,4 de plus, vu l'état des finances dont vous nous parlez, qui est alarmant? La Commission européenne, qui, contrairement à ce que certains pensent, est plutôt bienveillante, a dit hier qu'on était encore dans les clous de l'effort nécessaire. Passer de 6,1 à 5,4, c'est pas un effort nul. Mais moi, je veux passer à un message très clair. 5,4, c'est à mon avis le maximum de ce qu'on peut faire, ou plutôt c'est le minimum en termes de réduction du déficit. Et ensuite, il faut vraiment que ce soit exécuté, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pour le coup crédible. On peut pas avoir pendant 2025 des dérapages comparables à ce qui s'est passé en 2024. Et puis un deuxième message, c'est qu'il faut que les Français le sachent. L'effort qu'on va leur demander maintenant, il sera prolongé jusqu'en 2029 au moins. Nous allons chaque année réduire nos déficits. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se mette en tête d'avoir une réflexion, enfin, sur la qualité de notre dépense publique. Parce que sauf que vous nous dites ça, mais vos anciens amis socialistes, ces derniers jours, ils ont passé leur temps, justement, à grignoter, à faire en sorte qu'il y ait moins que le budget, sur les postes de fonctionnaires, sur les jours de carence, etc., tout ça coûte évidemment très, très cher. Qu'est-ce que vous dites à vos anciens amis socialistes? Est-ce que vous leur dites, si, ces efforts-là, il faut les faire? Je ne suis plus au Parti socialiste. Mais justement, je fais plus de c'est politique, pour ça que votre parole est libre. Mais j'ai encore des souvenirs, et je leur dis qu'ils devraient se référer aussi à des anciens hommes de gauche comme Pierre Mendès France, qui disait que les comptes en désordre étaient le signe des nations qui s'affaiblissent, qui s'abaissent. Je pense que pour la gauche aussi, réduire la dette, c'est une bonne chose. Vous savez, la dette publique, c'est l'ennemi de l'action publique. Quand vous remboursez chaque année 70, 80, 90 milliards d'euros par an, vous ne pouvez pas investir dans les services publics. Vous ne pouvez pas financer l'éducation. Vous ne pouvez pas financer la transition écologique. Vous ne pouvez pas financer l'innovation et la recherche. Vous ne pouvez pas financer, on parlait de Donald Trump au début de notre entretien, l'effort de défense que les Européens devront faire pour être pleinement indépendants, parce qu'ils ne pourront plus compter sur les Américains comme hier. Et donc c'est pour ça que pour investir plus, il faut économiser plus. Pour pouvoir avoir une politique ambitieuse... Ou travailler plus. Catherine Vautrin, elle propose de travailler 7 heures de plus sans être rémunérée. C'est une bonne idée ou pas? Je pense pas que ce soit une question... Alors, moi, je me prononce pas sur les questions des 35 heures. C'est la question du travail dans la vie, sur la durée de la vie. Vous savez, nous avons un taux d'emploi des seniors, comme on dit, qui s'est amélioré. Mais si nous avions le taux d'emploi des seniors qui peut exister, et d'ailleurs c'est une question sur la retraite, parce qu'on parle de l'âge de la retraite, mais beaucoup en fait de gens sont inemployés bien avant l'âge de la retraite. Si nous avions le même taux d'emploi que les Allemands ou les Scandinaves, alors nous aurions beaucoup moins de problèmes de retraite, beaucoup moins de problèmes de dette, et nous retrouverions des marges de manœuvre pour investir. Oui, c'est ça moi qui m'obsède depuis longtemps, avoir une dépense de meilleure qualité, pour réduire notre dette, pour pouvoir investir plus, pour pouvoir préparer l'avenir des générations futures, pour financer la solidarité. Et ça, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. Pourquoi c'est si dur de faire des économies? La Cour des comptes ne cesse de pointer du doigt depuis des décennies, là aussi, les économies possibles, et puis personne ne suit ses avis. Je pense qu'il y a une question de pédagogie. Il faut expliquer que quand nous avons, comme c'est le cas, 57% de notre dépense publique dans le PIB, dans le PIB, la production, c'est énorme, c'est 8 à 9 points de plus que les autres, forcément, il y a des économies qui sont faisables, sans toucher à notre modèle social. Nous en avons donné plein. Je vais vous donner un exemple. Un seul. Voilà. Les dépenses d'apprentissage ont été augmentées considérablement depuis 7 ans. C'est une bonne chose, et on a fait réduire le chômage des jeunes. Elles vont baisser, là. Mais il faut qu'elle baisse encore plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de financer des apprentis dans l'enseignement supérieur? C'est pas eux qui ont besoin d'apprentissage, c'est les jeunes qui sont en dessous du niveau bac. Et si on recentre la politique d'apprentissage, personne ne perdra, l'emploi ne perdra pas, et on gagnera des marges de manœuvre. Et on verra dans les jours qui viennent si vos recommandations ont été écoutées. Pierre Moscovici, merci beaucoup. En tout cas, elles seront formulées indépendantes. Et claires, merci beaucoup.